La malédiction de l'Ourang Medan, d'un podcast de Bedtime Stories. En 1947, un cargo fut découvert à la dérive, errant sans but sur des eaux calmes de l'océan Indien. Lorsque les sauveteurs parvinrent enfin à monter à bord, ce qu'ils trouvèrent défia toute logique. Chaque membre de l'équipage gisait mort, étalé sur le pont, les yeux grands ouverts, la bouche figée dans un cri. Pourtant, le navire lui-même ne portait aucune trace d'incendie, de lutte, ou le moindre dégât. Pas de blessure, pas d'explication, et pas de sang. À ce jour, personne ne sait réellement ce qui s'est passé, ni pourquoi chaque homme à bord de l'Ourang Medan a trouvé la mort dans un silence aussi terrifiant. Le détroit de Malacca, étroit ruban d'océan séparant la péninsule malaise de l'île de Sumatra, est depuis longtemps l'une des artères maritimes les plus vitales au monde, reliant l'océan Indien au Pacifique. C'est une porte entre des économies majeures comme la Chine, l'Inde et le Japon. Chaque jour, environ 260 navires y transitent, transportant près d'un quart des marchandises échangées sur la planète, du pétrole, des machines, des denrées alimentaires ou du textile. Et ce corridor bourdonnant de commerce traîne aussi une réputation plus sombre. Pendant des siècles, le détroit fut un terrain de chasse pour les pirates, tapi dans ses faibles profondeurs et dissimulé parmi les innombrables anses et criques qui découpent ses côtes. Même à l'époque moderne, il reste l'une des voies navigables les plus dangereuses et les plus engorgées de la Terre. À son point le plus étroit, le chenal de Phillips, le détroit se resserre à peine à 1,5 miles de large, laissant aux immenses pétroliers une marge d'erreur infime lorsqu'ils traversent l'un des goulots d'étranglement les plus fréquentés du monde. Mais la piraterie et la congestion ne sont pas les seules raisons pour lesquelles les marins prononcent le détroit de Malacca avec une certaine forme de malaise. Sous sa surface éclaboussée de soleil s'étend un labyrinthe de courants changeants et de grains soudain capables en quelques instants de transformer une mer paisible en chaos. Ces profondeurs chaudes et pauvres en oxygène dissimulent des récifs, des bancs de sable et des épaves de siècles de navigation. Un cimetière de navires n'atteignant jamais leur destination. Dans ces eaux particulièrement traîtres, il est déjà arrivé que des compas cessent de fonctionner, que des feux vacillent et que des bâtiments entiers disparaissent sans la moindre trace. Les marins superstitieux ont longtemps cru le détroit maudit, un lieu où d'étranges lumières glissent sur l'horizon où l'on aperçoit des navires fantômes dérivés en silence dans la brume. Certains prétendent même que la mer elle-même semble résister à l'intrusion, engloutissant l'acier et les âmes avec une indifférence glaciale. Sur le seul dernier siècle, le détroit de Malacca a englouti plus de 30 navires, en moyenne, un tous les quelques années. Chaque perte a sa propre histoire, malchance, collision, explosion ou disparition inexplicable. Pourtant, aucune ne s'est imprimée dans l'imaginaire collectif comme celle du SS Ourang Medan, un cargo néerlandais dont le destin défie toute explication et trouble quiconque en entend parler. Son histoire, une mort soudaine, un silence glaçant, puis le feu en pleine mer, entrait des générations de marins et assurait à ce navire une place parmi les légendes les plus sombres ayant jamais dérivé sur les océans du monde. En juin 1947, des navires marchands traversant le détroit de Malacca commencèrent à capter un SOS mystérieux. Le message, transmis en morse, était fragmentaire, mais glaçant. L'expéditeur ne donnait ni son nom, ni sa position, ni même l'identification du navire. Seulement une description brute de ce qui se déroulait à bord. Tous les officiers, y compris le capitaine, sont morts. Allongés dans la salle des cartes et sur la passerelle. Probablement, l'équipage entier est mort aussi. Quelques instants plus tard, une dernière transmission désespérée tomba. 2 mots, d'une simplicité effrayante. Je meurs. Puis le silence. Les tentatives de reprise de contact échouèrent. Aucun autre signal ne fut jamais reçu. Dans toute la région, les opérateurs radio écoutèrent en vain alors que l'écho se dissolvait dans les terres. Incapables de savoir s'ils venaient d'entendre les derniers mots d'un homme en train de mourir
ou une supercherie destinée à attirer des navires de secours dans un piège. Le rapport atteignit les ports de Singapour, à Penang, semant la confusion et l'inquiétude. Les navires de passage scrutèrent l'horizon, guettant des débris, une traînée de fumée, la moindre épave. Mais la mer était calme. Le ciel était clair, pas de tempête, pas de collision, rien qui puisse expliquer l'appel de détresse. Les heures passèrent. Puis, avec l'aide de postes d'écoute britanniques et néerlandais, les autorités navales réussirent à trianguler le signal. Son origine pointait vers une position isolée dans l'océan Indien, loin de toute route maritime habituelle. Les coordonnées désignaient une étendue de mer ouverte réputée pour son calme trompeur, un endroit où le plancher océanique plonge brutalement vers l'abîme sombre. On demanda aux navires marchands d'aller vérifier. Peu se portèrent volontaires. La source de la transmission se trouvait à des centaines de kilomètres du port le plus proche, en pleine eau, là où les marins ressentaient déjà, sans trop savoir pourquoi, une appréhension sourde. Pour beaucoup, répondre à un signal fantôme au milieu de l'océan Indien relevait d'un risque inutile. Pourtant, un navire finit par s'y rendre. Le bâtiment marchand américain Silver Star fut le premier à faire route vers les coordonnées transmises par les stations de triangulation. Il se trouvait alors dans la partie orientale de l'océan Indien, à environ une journée de navigation de la zone supposée du SOS. Son capitaine, Charles W. Moore, saisit la gravité du message. Conformément au droit maritime, il changea immédiatement de cap et ordonna toute vapeur vers la position indiquée. Pendant les heures suivantes, l'équipage resta en contact radio avec les postes régionaux transmettant l'évolution de leur approche. La tension à bord était palpable. La plupart des SOS finissaient par être des pannes mécaniques ou de petits départs de feu. Mais celui-ci était différent. La brutalité intime du dernier message laissait entendre quelque chose de bien plus sinistre. En début d'après-midi, les vigiles signalèrent la présence d'un navire aux horizons. Aux jumelles, les officiers distinguèrent la silhouette pâle d'un cargo immobile, légèrement incliné sur bâbord, et en s'approchant, ils purent lire son nom à la poupe. De SS Orang Medan. Le navire semblait intact. Aucune fumée, aucun dégât apparent, mais aucun mouvement non plus. Pas un homme sur le pont, pas de présence sur la passerelle et aucune réponse aux appels répétés ni à la radio ni au projecteur de signaux. Le Silver Star tourna autour prudemment. Les machines de l'autre bâtiment étaient silencieuses, aucun équipage visible. Il était clair que l'Ourang Medan dérivait, porté uniquement par le lent pouls de la marée. Finalement, après plusieurs tentatives restées sans réponse, le capitaine Moore donna l'ordre d'aborder. Une équipe de 8 hommes, menée par le second, embarqua dans un canot et traversa l'eau immobile jusqu'au navire muet. Lorsqu'ils escaladèrent l'échelle et posèrent le pied sur le pont principal, un malaise immédiat les saisit. L'air était lourd, immobile et anormalement froid. Pourtant, le jour était sans nuages, et la chaleur tropicale tremblait au-dessus de la mer. Mais sur le pont de l'Ourang Medan, il faisait glacial, comme si la chaleur avait été arrachée à l'air. Et puis, ils virent les corps. Le premier cadavre gisait près de l'écoutille avant, sur le dos, les yeux ouverts et vides. La bouche figée dans un cri, la peau tirée autour des lèvres comme une grimace pétrifiée. Quelques pas plus loin, un autre marin était allongé sur le dos, les bras levés comme pour se protéger d'un assaillant invisible. Tous ceux qu'ils rencontrèrent étaient figés dans le même état, raides, tordus, les traits verrouillés dans une forme de terreur absolue. Partout, l'équipage néerlandais était éparpillé sur les ponts et dans les coursives, membres pliés sous des angles impossibles. Le chien du bord gisait près de la porte de la cambuse, les dents découvertes, le corps dur comme de la pierre. Aucun des morts ne portait la moindre blessure visible, aucun sang, aucun hématome, aucun signe de lutte. Le pont était intact, les rambardes non brisées. Ce qui les avait tués avait fait sans laisser la moindre trace. Quand l'équipe atteignit la passerelle, elle trouva le capitaine affaissé près de la barre. Les officiers gisaient dans la salle des cartes, les registres ouverts mais inachevés. Dans la cabine radio, l'opérateur était encore assis à son poste, une main posée sur la clé morse,
comme s'il s'était effondré au milieu d'une phrase. On supposa que c'était lui qui avait envoyé le message de détresse. Et ce qui dérouta le plus les sauveteurs fut l'état anormal des dépouilles. Bien que l'équipage de Silver Star soit arrivé quelques heures seulement après la dernière transmission, les corps étaient déjà en décomposition avancée. La peau semblait marbrée et décolorée, comme exposée à une chaleur extrême. Et pourtant, l'air autour d'eux était glacé. Les thermomètres embarqués indiquaient des températures descendant jusqu'à 4 degrés, soit près de 30 degrés en dessous des conditions ambiantes extérieures. L'équipe fouilla rapidement les ponts inférieurs. Aucun survivant, aucune cause évidente. La salle des machines ne montrait aucun dysfonctionnement. Les cales étaient sèches. Et à mesure que l'enquête ne révélait rien, l'atmosphère à bord devenait de plus en plus oppressante. Les hommes commencèrent à paniquer. Plus tard, l'un d'eux dira que c'était comme si le navire tout entier retenait son souffle. Une chose morte, dérivant sur une mer vivante. En l'heure, le capitaine Moore ordonna de préparer le remorquage de l'Ourang Medan vers un port pour examen. Comme si le navire avait voulu s'effacer lui-même, et avec lui toute trace de son mystère, le Ourang Medan trouva sa fin quelques instants seulement après avoir été sécurisé pour la remorque. Alors que l'équipage de Silver Star s'affairait à fixer les haussières de la proue à la poupe, plusieurs hommes remarquèrent un mince filet de fumée s'élevant d'une des écoutilles avant. D'abord, ils crurent à une vapeur résiduelle ou à une chaleur emprisonnée dans les ponts inférieurs. Mais en quelques minutes, la fumée s'épaissit, puis jaillit de plusieurs endroits le long de la coque. Le panache le plus dense semblait provenir de la cale numéro 4, au milieu du navire. Le capitaine du Silver Star ordonna à l'équipe d'abordage de revenir immédiatement, craignant un incendie sous le pont. Les hommes eurent à peine le temps de regagner leur canot avant que la fumée ne s'assombrisse et ne se met à tourbillonner violemment, charriant une odeur âcre de produits chimiques en combustion. On donna l'ordre de couper les lignes de remorque. L'équipage s'acharna frénétique à libérer les câbles qui liaient les deux navires. Ils venaient à peine de s'éloigner à une distance jugée sûre que la catastrophe frappa. Une explosion massive éventra l'Ourang Medan. La déflagration fut si puissante que des témoins à bord du Silver Star affirmèrent avoir vu toute la coque se soulever hors de l'eau avant de se briser en deux. L'onde de choc se propagea sur la surface, dispersant des débris et faisant voler en éclats des vitres sur le navire de secours. En un instant, le cargo néerlandais fut englouti par les flammes. Pendant quelques secondes, on distingua sa carcasse à travers la fumée, un squelette rougeoyant dans la brume, avant qu'il ne s'incline lourdement sur tribord, puis aussi vite qu'il était apparu, l'Ourang Medan glissa sur la surface, disparaissant dans les profondeurs de l'océan Indien, où on ne reverrait plus jamais aucune trace de lui. Miraculeusement, aucun homme du Silver Star ne fut blessé. L'équipe d'abordage avait déjà regagné son bord et personne n'était resté sur le navire maudit lorsqu'il explosa. Si la déflagration avait eu lieu quelques minutes plus tôt, alors que les bâtiments étaient encore amarrés l'un à l'autre, le Silver Star et tout son équipage auraient presque certainement partagé le même sort. Après coup, la mer calme ne livra aucune réponse. Seulement quelques fragments de bois calciné flottant sur les vagues comme si l'océan Indien lui-même avait décidé d'engloutir le mystère tout entier. L'histoire du SS Ourang Medan fut rapportée officiellement pour la première fois en mai 1952 dans une circulaire des gardes-côtes américains résumant ce qu'elle appelait l'une des plus étranges énigmes maritimes jamais consignées. Dès lors, les historiens, les officiers de marine et les enquêteurs amateurs se heurtèrent à la même question. Qu'est-il réellement arrivé à l'équipage de ce cargo néerlandais condamné ? Depuis, l'affaire a pris une dimension mythique, à mi-chemin entre la mise en garde et l'énigme de la guerre froide. Chaque nouvelle enquête accouche d'une théorie et chaque théorie épaissit encore plus le brouillard entourant le destin du navire. Dans les décennies qui suivirent, beaucoup soulignèrent l'absence totale de toute trace officielle du bâtiment. Aucun Ourang Medan dans le registre de Lloyd, ni dans les archives maritimes néerlandaises, ni dans les listes de la marine marchande internationale. Si le navire avait réellement existé, il semblait l'avoir fait en dehors des cadres mêmes de la loi maritime. Les sceptiques s'en emparèrent. Pour eux, tout cela n'était qu'une invention, ou un récit amplifié à partir du malheur d'un autre navire. Pourtant,
Plusieurs récits indépendants reprennent les mêmes éléments. Le SOS, les corps terrorisés, l'explosion. Et une question demeure. Si l'Ourang Medan était imaginaire, comment ces versions ont-elles pu surgir presque simultanément dans plusieurs langues et dans différentes régions? Une explication possible est que le navire naviguait sous une immatriculation frauduleuse, chose loin d'être rare dans les années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale. Les contrebandiers et les services de renseignement utilisaient fréquemment des pavillons de complaisance pour transporter des cargaisons sensibles ou illégales à travers des eaux contestées. Les navires étant rebaptisés en mer, leurs papiers falsifiés, leur identité précédente effacée. Si l'Ourang Medan était un tel bâtiment, cela expliquerait parfaitement l'absence de son nom dans les archives. Un auteur allemand, Otto Mielke, parfois orthographié différemment selon les sources, donna à l'affaire une audience plus large en 1954, en publiant un article dans une revue maritime basée à Hambourg. Il affirmait s'être appuyé sur des entretiens avec plusieurs survivants de l'équipage du Silver Star. Mielke ajouta des détails absents du mémo des gardes-côtes. La route, le pont de départ et surtout la cargaison. Selon lui, l'Ourang Medan aurait quitté Shanghai à destination du Costa Rica, transportant une cargaison secrète et hautement instable, du cyanure de potassium, de la nitroglycérine et d'autres composés dangereux. Si c'était vrai, le désastre était presque inévitable. Le cyanure de potassium au contact de l'eau de mer peut libérer de l'acide cyanhydrique, un gaz mortel. La nitroglycérine, sensible à la moindre variation de température, peut exploser si elle est stockée de façon inadéquate. Un tel mélange aurait transformé le navire en bombe flottante. Mais pourquoi un capitaine prendrait un risque pareil? La seule raison plausible, suggérait Mielke, était la contrebande. Déplacer des substances interdites loin de toute surveillance officielle. La cargaison aurait pu être destinée au marché noir ou à l'un des pouvoirs cherchant encore, au début de la guerre froide, à mettre la main sur des matériaux chimiques et explosifs. Et si le navire opérait illégalement, sa disparition arrangeait tout le monde. Un bâtiment sans identité officielle, perdu, sans témoin, ne laisserait ni paperasse, ni indemnisation, et aucun scandale politique. L'hypothèse séduisit certains ingénieurs navals. Une petite fuite aurait pu saturer les espaces confinés du navire en vapeur toxique en quelques minutes. L'équipage asphyxié, tout en subissant des contractions musculaires violentes, aurait pu se raidir dans ses postures grotesques. Mais cette théorie aussi pose un problème. Lorsque l'équipage du Silver Star monta à bord, aucun des sauveteurs ne montra le moindre symptôme d'empoisonnement. L'acide cyanhydrique se disperse rapidement, mais pas instantanément. Il devait, à coup sûr, en rester des traces. De là naquirent des variantes. Une intoxication au monoxyde de carbone due à une chaudière défectueuse, une fuite de carburant ou encore un dégagement de méthane ou d'autres gaz combustibles dans les cales, ce qui pourrait aussi expliquer l'explosion finale. Pourtant, aucune de ces causes conventionnelles n'explique l'aspect le plus marquant. Ces corps non pas relâchés, mais crispés, les visages tordus comme figés en plein cri. Pour certains toxicologues, cela évoque plutôt l'exposition à un agent neurotoxique qu'une simple asphyxie. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les scientifiques du Troisième Reich avaient mis au point une nouvelle classe d'armes chimiques, les agents neurotoxiques de série G. Parmi eux, le taboun, GA, un organophosphoré si létal qu'une seule goutte sur la peau peut provoquer convulsions, paralysie et mort en quelques minutes. Après la guerre, l'Union soviétique et les États-Unis se livrèrent une course pour s'emparer des stocks restants. Des cargaisons furent discrètement transférées à travers l'Asie et l'Europe, souvent via des cargos affrétés ou non marqués. Il est concevable que l'un de ces lots ait été transporté à bord du navire plus tard connu sous le nom d'Ourang Medan. Les propriétés du taboun s'accordent avec plusieurs faits rapportés par l'équipe du Silver Star. Les victimes d'agents neurotoxiques meurent avec les muscles verrouillés en spasmes, les yeux exorbités, la mâchoire figée, exactement ce qui fut décrit sur place. De plus, le taboun s'évapore relativement vite, laissant peu de résidus, ce qui pourrait expliquer pourquoi les sauveteurs n'ont pas été affectés. Si le cargo transportait en secret des agents neurotoxiques allemands ou japonais destinés à des essais occidentaux, son absence de registre deviendrait logique.
Il aurait pu être loué à une société écran, avec un équipage étranger ne sachant presque rien de la cargaison. En cas de fuite, le gaz aurait traversé les conduits de ventilation et tué tout le monde à bord, avant qu'un véritable signal d'alarme puisse être émis. Puis, sous le soleil tropical, la cargaison, nitroglycérine ou produits sous pression, ont réchauffé jusqu'à déclencher l'explosion qui effaça le navire. Une telle opération aurait été embarrassante si elle avait été révélée. Les années 40 furent celles du secret et des diplomaties de l'ombre. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS se battaient pour la suprématie nucléaire, certes, mais aussi pour les données de guerre chimique et biologique saisies à l'Allemagne du Troisième Reich et au Japon impérial. Des milliers de tonnes de matériaux expérimentaux, du gaz moutarde aux cultures de peste, furent déplacés clandestinement vers des sites de recherche au nom de la science. Dans ce contexte, un cargo non enregistré disparaissant en mer aurait pu être balayé d'un revers de main. Les gouvernements niaient régulièrement tout lien avec des navires liés à des programmes clandestins. Des bâtiments étaient sabordés, repavillonnés ou déclarés perdus, corps et biens. Si l'Ourang Medan avait réellement appartenu à cette zone grise, il n'est pas étonnant que son nom se soit volatilisé des registres. Et peut-être même ne s'était-il jamais appelé ainsi. Au-delà des explications chimiques, les théories vont du plausible à l'absurde. Attaque de pirates avec des gaz, cargaison radioactive fuyante, hypothèse paranormale. Certains suggèrent que l'équipage aurait vu quelque chose d'aussi terrifiant que tous auraient succombé à un arrêt cardiaque instantané, une panique surnaturelle plutôt qu'un poison. D'autres évoquent des causes environnementales. Les eaux du détroit et des régions voisines contiennent des poches d'hydrate de méthane piégées sous les fonds marins. Sous certaines pressions, elles peuvent remonter brusquement, déplaçant l'oxygène et créant un nuage suffocant pour quiconque s'y trouve. Un phénomène soupçonné dans quelques abandons de navires inexpliqués. Quoi qu'il en soit, chaque explication échoue à recouvrir parfaitement tous les éléments. Navire sans marque officielle, équipage terrorisé, décomposition rapide, froid anormal et explosion finale. Mais peut-être que le plus dérangeant n'est pas le mystère lui-même, mais plutôt le silence humain autour de lui. Aucun proche ne s'est manifesté. Aucune compagnie maritime n'a déposé de réclamation d'assurance. Aucun État n'a exigé d'enquête. Pour un navire censé transporter des dizaines d'hommes, cette absence de réaction officielle est troublante. Elle suggère soit un équipage recruté hors papier, des marins de passage sans trace administrative, soit des employeurs ayant tout intérêt à se taire. Dans les deux cas, l'Ourang Medan était un fantôme bien avant d'exploser. Dans les années suivantes, des plongeurs et des historiens maritimes tentèrent de localiser l'épave. Aucun n'y parvint. Les coordonnées rapportées dans les premiers récits placent la catastrophe quelque part à l'ouest de Sumatra, dans des eaux pouvant atteindre 3 km de profondeur. Une zone encore mal cartographiée aujourd'hui. Même avec le sonar moderne, retrouver un petit cargo d'acier fragmenté parmi d'innombrables pertes de guerre serait presque impossible. En 2001, une équipe de chercheurs néerlandais tenta de remonter la trace du navire via des archives portuaires à Singapour, Penang et Batavia, mais ne trouva rien. Un archiviste suggéra que si le nom du navire avait été modifié, ne serait-ce que d'une seule lettre, toute recherche deviendrait vaine. À ce jour, aucun document, aucune page de journal de bord, aucune photographie n'a émergé qui puisse prouver de manière concluante l'existence du navire. Malgré tout, le SS Ourang Medan reste l'une des légendes les plus tenaces du folklore maritime moderne. C'est une énigme parfaite, un appel de détresse limpide, un tableau de mort impossible, une explosion soudaine, puis plus rien. Elle incarne aussi les anxiétés de son époque. La fin des années 40, les essais nucléaires dans le Pacifique, la naissance de la guerre froide, et les rumeurs de technologies secrètes qui infusaient la presse. Dans cette atmosphère, l'idée d'un navire fantôme rempli d'hommes morts réduits au silence par une arme invisible résonnait avec beaucoup de puissance. On a comparé l'histoire au Hollandais volant et à l'histoire de la Marie Céleste. Mais à la différence de ces récits, celui-ci portait l'empreinte indéniable du monde moderne. La radio, la chimie, les secrets d'État.
plus que malédiction et de superstition ici. Pourtant, la persistance du récit laisse entendre qu'il s'est bien produit quelque chose, un vrai désastre maritime, ou une fabrication si élaborée qu'elle a fini par devenir réelle dans l'imaginaire collectif. Peut-être l'Ourang Medan était-il un cargo anonyme détruit par sa propre cargaison illicite. Peut-être une opération secrète qui a mal tourné et fut effacée des archives. Ou peut-être était-ce qu'une histoire de marin qui a pris sa propre vie. Quoi qu'il en soit, un fait demeure. Personne monté à bord ce jour-là n'a vécu pour expliquer ce qui s'était passé. L'océan, comme toujours, garde ses secrets. Et le mystère de l'Ourang Medan survit non comme une certitude, mais comme une question, chuchotée sans fin entre marins, sur les mers les plus solitaires du monde. Yummy bugs. Simple armor repair kit. What's a leather journal for? Hold on. We go. We go. Okay, you guys, we swappy. We go. I'm gonna store out the things from my inventory in this box. We go. We'll come back to this game in a little bit, okay? We'll come back soon. We go. We go.